C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce cadre somptueux qui est le restaurant Barbax pour accueillir notre invité du jour qui est Issa Gaye, auteur de Voyage au pays de la vie. Bonjour Issa. Bonjour Sadani. Ça va, j'espère que tu vas bien. C'est un honneur d'être là aujourd'hui dans ce beau cadre qu'est Barbax et également d'être dans Relire. Bon café quand même. Ouais. Excellent. Alors, on va parler tout à l'heure de ton premier roman, Voyage au pays de la vie. Mais avant ça, j'aimerais bien te poser des questions par rapport à ton réveil en tant qu'auteur. Quelles sont tes habitudes? Bon, d'habitude, je me lève, je fais la prière, je prends des livres, des romans de préférence. Bon, ces temps-ci, je lis le livre de David Diop, Frère d'Armes, qui est intéressant. Donc, si ce n'est pas ça que je fais, je regarde des mangas, ou bien je reste là à imaginer des poèmes à écrire. Compliqué, mais bon, c'est ça mon réveil du quotidien, ou bien je vais à l'Afrotech. L'Afrotech, bibliothèque pour lire? Oui, c'est une bibliothèque 100% africaine, Donc, ton quotidien se résume à regarder des dessins animés et puis... des mangas. Non, c'était pour te tutoyer un peu. Alors, Issa, déjà, on parle du voyage au pays de la vie. Voyage au pays de la vie. Qu'est-ce qui t'a inspiré à choisir ce titre? Et puis la couverture, hein, qui est vraiment très impressionnant. On voit une femme qui va à la direction du soleil. Et puis là, on dit voyage au pays de la vie. Et comme Babacar dit, le soleil, c'est la vie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le titre, l'image de la couverture? Alors, la couverture, je l'ai imaginée. C'est une ouverture que j'ai imaginée depuis un bail, avant même la sortie du livre. Donc, je me disais que pourquoi ne pas choisir un titre tel que Voyage au pays de la vie? Parce que j'avais d'autres titres en réserve. Mais je pense que c'est ce titre-là qui me parlait le plus. Donc, je me suis dit que pour que je puisse trouver une image qui colle vraiment à ce titre-là, il me faut essayer de penser en fait la philosophie derrière ce titre. Donc, je me suis dit que, bon, la nature déjà, moi, la nature, c'est quelque chose qui m'apaise. Ça me donne de la vie, ça me donne de l'espoir. Donc, je me suis dit que je vais utiliser cette image-là avec une dame, une femme, une jeune femme, qui sort de l'ombre en fait pour aller vers la lumière. Et c'est ça que j'ai essayé. J'ai un peu voulu utiliser de la verdure, quelque chose de ce genre, mais j'ai vu que ça collait pas. Donc j'ai laissé le sable. Je me suis dit que ça peut marcher avec le plan qui est derrière là-bas en jaune. Et c'est un peu comme des arbres, mais c'est pas assez clair. Mais c'est ce que je vais imaginer. Et là, puisque je n'avais pas d'image. Et puis, c'est qui la fille? Elle, c'est ma nièce. Elle s'appelle Nova. Donc, c'est la fille de ma grande sœur. Ma grande sœur même qui a son personnage qui est inspiré dans le roman, même Fatou. Donc, c'est Nova que j'ai choisi parce que elle collait bien à l'image. Elle collait. Et le costume a été choisi par hasard ou... Elle allait faire... Non, elle allait au cinéma. Je l'ai appelée en urgence. Je lui ai dit, Nova, s'il te plaît, prends-moi une photo, une belle photo. Je te mets en couverture. Donc, il n'y a rien à voir avec le voile et tout. Donc, c'est parce qu'elle est voilée, c'est pourquoi. Mais il n'y a pas de leçon derrière. En tout cas, félicitations, c'est très joli. Et là, le roman fait 186 pages. Je vais lire un peu la 4e de couverture. C'est l'histoire de Marita qui vivait heureuse, entourée d'un papa et d'une maman aimants. Sa vie bascula quand ses 2 parents eurent un grave accident de la route alors qu'ils revenaient d'un voyage d'affaires. Marita est alors accueillie chez sa tante Tabara où elle vécut un événement tragique qui fut la goutte de trop. Alors pour Marita, c'est la fin jusqu'à ce qu'elle rencontre par le plus grand des hasards une femme de son passé, celle qui changera sa vie.
Alors, entre joie et tristesse, amour et désamour, épreuve et joie de vivre, ce livre décrit à travers la vie mouvementée de son héroïne le caractère discontinu de la vie. Le bien appelle le mal et le mal appelle le bien. Face à l'angoisse existentielle de la vie, à la cruauté de certaines personnes, l'auteur dresse un portrait de la société qui dérange et fascine. Alors, Issa Gueye, qui est né en 2001, tu es très jeune, machallah. Est-ce que on peut nous parler de Marita? C'est quoi son personnage, son caractère? Qu'est-ce qu'elle représente dans ce roman? Bon, déjà, le livre, à l'origine, ça n'était pas censé être centré sur Marita. Parce que ce qui m'a inspiré surtout, ce sont les réseaux sociaux. On dit souvent, je sais pas, à tort ou bien ou à raison, que les réseaux sociaux c'est un danger pour les jeunes et tout. Mais pendant les périodes du bac, notamment de la Covid, on ne faisait rien, on s'ennuyait, puisque moi je lis beaucoup. J'ai vu une femme qui parlait de son histoire, qui parlait du viol. Je me suis dit, pourquoi ne pas parler du viol? Et c'est là que m'est venue en fait l'idée de prendre une jeune fille pour ne pas en fait plagier en fait l'histoire de cette femme-là, garder son identité, garder son histoire. J'ai imaginé Marita. Déjà, Marita, c'est un personnage que j'avais développé le premier chapitre. J'avais déjà écrit sur Marita, mais je ne savais pas en fait quel était l'objet du roman, quel devait être son thème. Et c'est là que m'est venue l'image de cette petite fille-là, cette petite rebelle qui a la joie de vivre, qui est un peu sotte, qui est naïve, qui est surprotégée, qui est parfois égoïste. Et c'est tout le portrait en fait d'une jeune fille qui est aimée par ses parents et des parents qui ont subi certains traumatismes. Donc on se dit que cette petite fille-là, elle est surprotégée. Elle essaie de vivre sa vie au jour le jour. Comme on dit en Wolof, dafa bëgg àdduna quoi. C'est ça en fait, l'histoire derrière cette jeune fille-là, cette petite fille-là, qui verra sa vie changer du jour au lendemain sans qu'elle s'y attende avec le décès de ses parents. Là, je vois que tu as développé des thèmes, l'enfance. J'adore les titres, hein, les sous-titres des chapitres. L'enfance, le procès du siècle. Après, vers la fin, je crois que je vais... Voilà. Résurrection, Marita, une légende qui ne mourra jamais. Ça parle de la mort. Oui, ça parle un peu de la mort, mais je vais éviter de spoiler le roman. Je vais éviter de spoiler. Mais ça traite en fait de ça, de la spiritualité, de la résurrection. Pas la résurrection directement avec la mort, mais pas la mort au vrai sens du terme en fait. Mais une personne qui essaie de reprendre sa vie en main. Parce qu'à cause de son histoire, les combats qu'elle a menés, elle se perdait un peu. Elle ne savait pas en fait quoi faire de sa vie, comment gérer sa famille, ou bien quels sont en fait les véritables combats à mener. Parce qu'on pense souvent c'est vrai qu'on doit combattre pour la société, qu'on doit essayer de changer la société, mais avant de penser à la société, il faut passer à sa propre famille. Et c'est ça en fait l'histoire là de ce titre-là, la résurrection de sa vie, sa résurrection à elle. C'est ça l'objet en fait du titre. Et ce sont des titres qui me paraissent très inspirants. Après, il y a un passage qui m'a un peu, qui change un peu, parce que j'ai l'impression que ça part de viol effectivement. Bon, je vais lire une petite partie. Marita était sortie de l'hôpital, plus perturbée que jamais, à la limite irrécupérable. Sa semaine de convalescence chez Mme Fatou l'arrangeait, l'opportunité de ne plus parler et s'approcher de personne semblait lui convenir. Mme Fatou était en contact avec un psychiatre qui aidait Marita à s'en sortir. J'aime bien le fait que vous insérez un psychiatre dans ce roman, parce que pour moi, la psychologie, elle est importante. Il faudrait la développer pour qu'on puisse se connaître et connaître nos ressentis, nos peurs et tout. Donc, je continue. Mme Fatou sortit difficilement Marita de la maison. Elle n'avait ni l'envie ni la volonté de sortir dehors. Il suffisait d'un seul regard d'un homme pour qu'elle se mette à trembler et à crier. C'est ce passage-là. Oncle Lamine, pardonne-moi. Au même moment, Mme Fatou prit son courage à deux mains et alla affronter Marita en lui faisant comprendre comment est la société.
Marita, pourquoi demander pardon à ton oncle Lamine? Et elle répond, parce que je l'ai dénoncé alors que c'est moi qui me suis laissé faire sans crier. Ma tante a raison, elle m'a toujours défendu de porter des jupes courtes. Tu sais, ma douce Rita, je t'admirais. Mon rêve était d'avoir une fille forte et courageuse comme toi. La perte subite de ton innocence t'a lourdement touchée, mais rappelle-toi juste comment on était, toi et moi, inséparables, alors que tu n'étais que mon élève. On a créé de forts liens. Tu es venu à mon mariage avec tes parents. Grâce à cela, on est encore ensemble, toi et moi. C'est qui cette femme qui lui pose cette question? Pourquoi elle a demandé pardon à son violeur? J'ai l'impression que Lamine était son violeur. Bon. Mame Fatou, c'est un personnage qui m'est venu comme ça. Bon, pas comme ça. C'est en fait ma grande sœur qui m'a inspiré. Ma grande sœur Germaine, elle s'appelle Mame Fatou. Donc, avant d'écrire le livre, je lui posais des questions sur mon titre, sur la psychologie de l'enfant, parce qu'elle travaille avec les enfants. Okay. Elle travaille avec les enfants, elle a son projet, elle a un concept qui permet en fait aux enfants de s'évanouir avec son projet Clap Clap. Donc, je lui ai posé des questions sur la psychologie de l'enfance et elle m'a également mis en rapport avec des psychologues. Donc, je lui ai demandé, par exemple, si la fille victime de viol réagit comme ça, comment devrais-je lui répondre en fait? Okay. Si elle me dit ça, comment devrais-je lui répondre? Est-ce que c'est cohérent qu'elle dise ça ou ça? Elle me dit, tu essaies de lui dire ça, qu'elle réponde ça, qu'elle en tire telle leçon. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas la prendre elle comme, comme personnage secondaire dans le roman? Et Mame Fatou, en fait, dans ce passage-là, elle essaie de communiquer avec Marita, essayer de la comprendre sans trop la bousculer. Parce qu'on sait que lorsqu'une personne est victime de viol, elle est souvent perturbée, traumatisée. Et c'est assez compliqué pour elle de se confier. Et elle se sent coupable, parfois. Elle se sent trop coupable. Et c'est très dommage parce que, bon, c'est quelque chose qu'on doit essayer en fait de travailler là avec le développement personnel et avec la psychologie. Comme tu as dit tout à l'heure, la psychologie est très importante et au Sénégal, on a l'impression qu'aller chez un psychologue, c'est synonyme, ouais, de folie, je sais pas. C'est des préjugés. Ouais. Bon, là, tu m'as dit tout à l'heure que tu as commencé ce roman quand tu étais au lycée. Tu es très jeune, hein, Issa, machallah. Donc, comment t'es venue l'idée de développer tous ces thèmes importants? Qu'est-ce qui t'a inspiré le plus à cette époque quand même? 2018, tu as dit 2018-2019, tu as commencé à écrire ça. Tu étais plus jeune parce que tu es né en 2001. Donc voilà, qu'est-ce qui t'a inspiré à choisir ces thèmes importants dans ton roman premier? Bon, la suite du livre, je l'ai développé pendant la période du Covid, le Corona. On était élèves, on n'allait pas à l'école naturellement. Donc, je me mettais à regarder certaines émissions, des émissions télévisées au Sénégal que je ne regardais pas, qui parlent de la société. Également, je lisais beaucoup de livres et je faisais beaucoup de recherches sur les réseaux sociaux. Donc, au fur et à mesure que j'écrivais parce que je voulais centrer l'histoire sur le viol. Et je me suis dit que centrer sur l'histoire sur le viol, ça me perturberait parce que je viens de débuter dans l'écriture. Et j'aurais pas assez d'imagination pour terminer l'histoire. Alors je me suis dit que je vais essayer d'insérer d'autres thèmes. Des thèmes que je vois de temps en temps, des personnes que je rencontre, des histoires que j'entends et des émissions de société que je suis. Parce qu'il y a différents thèmes qui sont développés dans ces émissions-là. Oui, il y a par exemple le cancer du sein. Pas dans le sens de la santé, mais moi, je crois que parfois, il y a des femmes que lorsqu'elles sont atteintes de cancer du sein, elles sont souvent abandonnées par leur famille. Et ça, c'est une réalité, surtout par leur mari, parce que ça coûte excessivement cher. Et malheureusement, elles sont abandonnées à leur sort. Et c'est très dommage. Donc, je me suis dit que je vais parler de ce thème-là. À l'époque aussi, il y avait beaucoup d'accidents de voiture. C'est pourquoi, dans le résumé de la 4e de couverture et le moment de parents, la responsabilité d'un chauffard
et qui a mal garé sa voiture, les lumières, les phares des voitures qui ne fonctionnaient pas. Donc tout cela, je me suis dit que ce serait en fait des thèmes très intéressants à développer à l'intérieur de ce roman-là. En tout cas, tu as profité de la Covid, de la solitude pour prendre ce roman si bien en tant que jeune. Ça veut dire que voilà, la relève est assurée. Quel est le passage ou le chapitre qui t'a plu le plus en toi en tant qu'auteur dans ce roman? Bon, j'ai pas trop lu le livre, mais je dirais que c'est le procès du siècle. Le procès du siècle. Parce que c'est là l'essence du livre. C'est l'essence du livre. Parce que là-bas, il y a vraiment l'archétype du violeur, du manipulateur, de la victime de viol en fait. C'est le passage le plus dramatique C'est du le roman. plus dramatique et ça explique beaucoup de choses. Parce je développe en fait un homme qui aide des ONG de femmes qui luttent contre les abus sexuels. Il s'appelle Florian, il est très puissant. Et bizarrement, il est défendu par ces femmes-là. Parce qu'il leur donne de l'argent, parce qu'il les défend à la télé, parce qu'il a une bonne position. Et cet homme-là utilise sa position pour abuser des femmes, leur faire du chantage. Et à chaque fois, il s'en sort. Hein. À chaque fois, il s'en sort. À chaque fois qu'il va dans un procès, il arrive à gagner. On ne sait pas si c'est à cause de la corruption. On ne sait pas s'il est trop puissant, je ne sais pas. Et moi, Marita, elle se prenait comme une héroïne. Comme une femme, en fait, qui est là pour changer la société, alors qu'elle ne peut pas changer la société. Alors, je me suis dit que pour l'intérêt de l'histoire, je vais un peu l'aider. Et je vais la mettre devant la scène. Et elle sera, en fait, l'avocat chargé de se battre contre ce Florian-là. Et sur 2 chapitres, elle se bat contre cet homme-là très puissant. Donc, je vais pas spoiler. Félicitations vraiment à cet âge, écrire un roman aussi impressionnant, aussi fort, aussi, enfin, comment dire, aussi, je dirais pas intense, j'aime le mot intense, mais aussi mature, voilà. C'est vraiment du bon travail. Il y a ton éditeur aussi, c'est Elma Édition. Elma Édition, effectivement. Et ça, parlons un peu de fun en tant qu'auteur. Comment tu écris? Comment tu t'inspires? Parce que tu m'as dit que le matin, tu te réveilles, tu pries, tu manges, et après tu regardes tes dessins animés, puis après tu es dans les bibliothèques pour lire. Et comment tu écris? Tu écris à côté de la musique, tu m'as parlé des musiciens classiques. Tu peux me dire un peu comment tu t'inspires? Bon, il faut dire que, bon, entre-temps, mon style a un peu changé. Bon, ça n'a pas trop changé, mais je me dis que je suis un peu plus mature. Parfois, je lis des passages du livre, je me dis que ça, c'est un gamin qui écrivait. Yes. Mais là, mon écriture est plus mature, mon style est un peu plus développé. J'ai surtout un style assez classique. J'aime lire les romans classiques, le réalisme, la période du réalisme, avec les Rougon-Macquart, les Balzac, les Victor Hugo. Bon, Victor Hugo, c'est pas le réalisme, mais c'est un écrivain classique, les Pierre de Ronsard. Et j'essaie de les lire et j'essaie également d'avoir une écriture un peu poétique. Parce que là, mon écriture était un peu linéaire, donc je me fais une critique de moi-même. C'était un peu linéaire, mais actuellement, j'ai une écriture assez poétique, assez classique, il y a même des mots classiques. Et j'écoute beaucoup de musique classique, effectivement. Disons les Jean-Jacques Goldman. J'écoute également les musiciens sénégalais. Il y a les Diogal Sakho. Oui. Il chante très bien. Il inspire. Il est très fort. Matinal. Et c'est un lébou comme moi. C'est déjà arrivé. Oasis Diop. Oasis? Oui. Omar Pène. Il est très fort. Youssou N'Dour. Quel titre d'Omar Pène? Bon, les étudiants. Les étudiants. Dis le bug. J'ai aimé la chanson d'Omar Pène, L'Arjaï. L'Arjaï également. La musicalité est top. Et surtout la leçon en fait. La leçon. Derrière le thème agresseur. Oui, dis le bug. Et donc, à part la musique, rien ne t'inspire quand tu écris? Le bruit, pas le bruit, aller au restaurant, s'isoler? Bon,
Si je vais pas à l'Afrotech, bon, à l'Afrotech, j'ai des amis là-bas avec qui discuter. Donc, je leur montre mes écrits, on en parle, on discute, on essaie de voir qu'est-ce qu'il faut changer. Parce que moi, je me dis qu'en tant qu'écrivain, on ne doit pas travailler seul. On a des gens qui nous inspirent, en fait, il faut les utiliser. Moi, quand je vais à l'Afrotech, il y a mon frère là-bas, il y a mes amis, les Afan, les Malans, je discute avec eux, on essaie de voir, en fait, j'essaie de voir quoi améliorer dans mon écriture, quelle figure de style utiliser. Je demande également des avis à des amis tels que Gora ou bien Amina. Donc, j'essaie de voir quoi. Et souvent, lorsque je ne suis pas inspiré, je vais à la corniche. Ouais. La plage. Encore une fois, tu l'as dit tout à l'heure. Yes. Je me mets seul, je regarde, j'observe et j'essaie de voir en fait quoi écrire. Et on revient également au manga. Il y a beaucoup de thèmes, il y a beaucoup beaucoup de mangaka qui sont très forts pour manipuler les lecteurs. Les lecteurs. Moi, je me dis qu'en tant qu'écrivain, il faut souvent être manipulateur. Être manipulateur. Oui, parce que oui, on crée des personnages, on change des vies, on se trouve des répliques. Exactement. Essayer de faire, par exemple, dire au lecteur, voilà, moi, c'est ça que je te raconte. Aller jusqu'au milieu, lui raconter autre chose, se contredire. Et bizarrement, le lecteur se dit, ah, lui là, qu'est-ce qu'il raconte? Il est obligé de remonter, d'aller relire pour essayer de comprendre. Parfois, le lecteur se dit que c'est incohérent, parfois, il se dit que c'est cohérent. Il juge, il a ça aussi, hein. C'est son rôle de juger, d'être d'accord avec l'auteur. C'est ça. Mais parfois, il se dit que c'est incohérent et ah, c'est cohérent en fait. C'est ça qu'il voulait raconter. Et je pense qu'avec la musique, la musique te donne en fait un peu de poésie. Et en test que j'écris, je dis que la musique, en fait, c'est notre âme. Et souvent, elle nous permet d'avoir certains passages poétiques avec le rythme. Parce que souvent, lorsqu'on écrit avec de la poésie, avec de la prose, il y a un rythme élevé. C'est une histoire aussi, voilà. La musique qui est derrière. C'est ça, en fait. Savoir, en fait, élever le rythme, parfois être linéaire, parfois être bas, voilà, être brusque. Voilà, le lecteur, c'est comme Baudelaire en fait. Moi, quand je lis Baudelaire, j'ai l'impression qu'il fait de la musique. J'ai l'impression qu'il fait de la musique. Lorsque je lis Le Soleil, je me dis que lui là, c'est pas un poète, c'est un musicien. C'est un musicien parce qu'il joue avec le rythme. Et je pense qu'un écrivain doit savoir jouer avec le rythme, parce que l'écriture c'est de l'art quoi. C'est de l'art. En tout cas, c'était une belle émission. Là, je crois que tu es en train d'écrire un autre roman. On peut attendre bientôt? Oui, un roman très bizarre. Déjà, je suis en train de partager. Bizarre et complexe. Donc, je m'entraîne en fait à parler d'écrire en fait sur le roman philosophique. Et avec un peu de prose, comme je disais. Et je suis en train de partager en fait un extrait audio pour avoir l'avis des lecteurs et des personnes. Et pour l'instant, je travaille. Je prends mon temps. En tout cas, merci d'être passé nous voir ce matin dans l'émission Relire. C'est un plaisir. Déjà, ça fait quelques mois que je promets d'être là. Finalement, exactement. On l'a fait. Voilà, finalement, on l'a fait. Donc, voilà, Issa. Merci. Issa était notre invité dans Relire. Et on remercie toute l'équipe. Thiers qui est derrière, Babacar. Merci aussi à Barbax pour la confiance, pour la collaboration aussi, à Khadija et à toute l'équipe, comme je viens de le dire, à Samba Bado aussi, qui est le coordinateur. Et on se donne rendez-vous très prochainement avec un jeune auteur dans Relire.